Il y a un moment, silencieux, perçant, irréversible, où une personne cesse d'espérer que le monde la comprendra. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a ni public, ni applaudissements. Juste le silence. Ce genre de silence qui s'installe jusqu'au plus profond de vos os. Quand vous réalisez que personne ne viendra vous réparer, que personne ne passe des nuits blanches à penser à votre douleur. Et dans ce silence, quelque chose d'ancien s'éveille. Une sorte de force qui ne supplie pas, n'explique pas et n'a pas besoin d'être vue. C'est l'instant où vous cessez de jouer un rôle et commencez à devenir. Car le monde a beau être indifférent, vous n'êtes pas obligé d'être impuissant. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ils croyaient que le pouvoir commence là où meurent les attentes, et que dans cette mort, votre vraie vie commence. Si vous êtes prêt à cesser de courir après la validation pour cultiver votre force intérieure, considérez ceci comme un vœu silencieux que vous vous faites. Un pas vers une vie enracinée dans la discipline, la clarté et le respect de soi. Car ici, nous ne cherchons pas les applaudissements du monde. Nous construisons ce que le monde ne peut ignorer. La plupart des gens entretiennent le fantasme silencieux que leur souffrance est visible. Que s'ils souffrent assez fort, quelqu'un interviendra. Que s'ils trouvent les bons mots, quelqu'un finira par comprendre. C'est un espoir doux, souvent inexprimé, profondément ancré dans notre éducation. Si je souffre, le monde s'en souciera. Mais la vie suit son cours. La douleur est ignorée, les larmes passent inaperçues, le téléphone reste silencieux. Et c'est là que quelque chose bascule. Vous commencez à voir l'illusion pour ce qu'elle est. Non pas un reflet de votre valeur, mais le reflet de combien les gens sont consumés par leur propre chaos. Chacun mène une bataille que vous ne verrez jamais entièrement, tout comme ils ne verront jamais entièrement la vôtre. Et si vous construisez votre identité sur le besoin d'être vu, vous passerez votre vie à vous sentir invisible, avec cette douleur sourde d'être négligé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la réalité. Et si vous y regardez de plus près, elle essaie peut-être de vous enseigner quelque chose d'important. Jeunes, nous croyons que la douleur mérite d'être reconnue. Nous pensons que si nous souffrons, quelqu'un nous doit du réconfort. Mais la vérité, c'est que la vie ne distribue pas de médailles pour l'endurance. Elle n'envoie pas d'anges quand vous êtes à genoux. Elle continue, tout simplement. Les gens vaquent à leurs occupations. Les autres oublient. Les inconnus font défiler leurs écrans, non par méchanceté, mais parce qu'ils sont noyés dans leurs propres problèmes. Cela peut sembler dur, mais dur ne veut pas dire faux. Et voici l'étrange retournement de situation. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la liberté. Car une fois que vous cessez d'attendre que le monde réponde à votre douleur, vous cessez d'attendre tout court. Vous cessez de figer votre vie dans l'espoir que quelqu'un remarquera que vous êtes bloqué. Vous commencez à avancer pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les applaudissements. Carl Jung a dit un jour, « Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, le monde vous le dira. » Mais ce qu'il n'a pas dit, ce que vous apprenez par l'expérience, c'est que la plupart des gens ne demandent pas par intérêt. Ils demandent pour pouvoir vous mettre dans une case qui a du sens pour eux. Ils ne vous voient pas. Ils voient leur idée de vous. Et lorsque vous cessez de jouer un rôle pour leur regard, vous commencez enfin à vivre pour quelque chose de réel. Il y a une sorte de chagrin qui accompagne la prise de conscience que vous n'êtes le personnage principal de l'histoire de personne, hormis la vôtre. Ce n'est pas un rejet. C'est simplement la gravité des choses. Personne ne vous doit la compréhension. Personne n'est tenu de vous tenir la main dans le brouillard. Et bien que cela puisse rendre le monde plus froid, cela rend aussi votre monde intérieur plus ardent, car désormais, c'est vous qui allumez le feu. Fini d'attendre que quelqu'un lise entre les lignes de votre silence. Fini d'espérer que votre effondrement silencieux sera remarqué et doucement réparé par quelqu'un qui,
par hasard, comprendrait. C'est vous qui comprenez maintenant, et cela change tout. Cette déception, celle qui vous piquait au vif, devient autre chose. Elle devient de la clarté. Et la clarté est la première véritable liberté. C'est là que les stoïciens trouvaient leur force, non pas en étant insensibles à la douleur, mais en refusant d'externaliser leur guérison. Marc Aurèle se le rappelait chaque jour. Ne gaspille pas ce qu'il te reste de vie à te préoccuper de tes voisins. En d'autres termes, cessez d'espérer que quelqu'un d'autre verra vos blessures et nommera votre valeur. Plus vous vous concentrez sur le besoin d'être vu, moins vous vous voyez vous-même. Et, ironiquement, plus vous devenez invisible. Vous devenez un bruit de fond dans la vie de quelqu'un d'autre, plutôt qu'un signal clair dans la vôtre. Mais quand vous abandonnez enfin l'espoir que les autres soient témoins de votre souffrance et lui donnent du poids, c'est là que vous commencez à construire quelque chose d'indestructible. Non pas parce que vous êtes plus dur, mais parce que vous êtes plus clair. Vous commencez à remarquer à quel point votre identité était façonnée autour du regard des autres, autour de la croyance que quelqu'un, quelque part, devrait s'en soucier. Et quand ce n'était pas le cas, vous le preniez personnellement. Mais voici la vérité que personne n'aime admettre. Ce n'est pas parce que les gens ne s'en soucient pas que vous êtes sans valeur. Cela signifie simplement qu'ils sont humains, imparfaits, submergés, distraits. Tout comme vous. Le jeu n'a jamais été d'être vu. Il s'agissait de s'éveiller au fait que vous avez toujours été le témoin. C'est vous qui avez vécu à l'intérieur de votre esprit depuis le début. Vous avez été le seul témoin du poids total de vos pensées. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don. Car cela signifie que c'est vous qui avez le pouvoir de changer votre récit. Pas eux. Vous. Il y a une force à ne pas être vu. Il y a une clarté à marcher sans avoir besoin d'un public. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». Et c'est ce qui se passe lorsque vous cessez d'espérer être vu. Vous commencez à devenir. Pas pour l'attention, pas pour la reconnaissance, mais parce que quelque chose en vous refuse de rester petit. La douleur qui semblait autrefois insupportable devient votre canevas. Le silence qui vous hantait devient votre maître. La solitude qui vous effrayait devient votre refuge. Et quand ce changement s'opère, vous n'avez plus besoin de diffuser vos blessures. Vous les portez simplement différemment. Non pas comme un fardeau, mais comme la preuve que vous avez continué d'avancer. Alors peut-être que d'être négligé n'était pas la tragédie que vous pensiez. Peut-être que c'était le commencement. La mort lente et silencieuse de l'illusion. Et la naissance de quelque chose de réel, de solide. Quelque chose qui ne cherche plus la validation parce qu'il est trop occupé à construire quelque chose de permanent. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour devenir grand. Vous avez besoin de vous voir vous-même, clairement, honnêtement, sans fioriture. C'est là que tout change. C'est là que votre vraie vie commence. Quand personne n'écoute, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à vous écouter vous-même. Pas la voix de surface, celle qui fait écho à ce que les autres attendent de vous, mais celle plus silencieuse, en dessous. Celle que vous avez ignorée parce qu'elle n'était pas assez forte pour rivaliser avec le bruit du monde. Mais en l'absence d'applaudissements, le silence prend racine. Vous commencez à entendre vos propres pensées plus clairement. Non plus comme un bruit de fond, mais comme un guide. C'est étrange au début, inconfortable même. Vous avez l'habitude de chercher votre reflet dans le regard des autres. Mais quand ces regards se détournent, vous apprenez à vous voir de l'intérieur. Et c'est là que quelque chose bascule. Vous commencez à bouger différemment. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Pas parce que quelqu'un a cru en vous. Mais parce que vous avez décidé de vous présenter au monde, sans témoin, sans supporteur, sans que quelqu'un vous tienne la porte. L'autonomie n'arrive pas dans une explosion de confiance.
Elle arrive lentement, souvent déguisée en solitude. Vous vous réveillez un jour et réalisez que personne ne prend de vos nouvelles. Personne ne demande comment vous allez. Et au lieu de vous effondrer, vous commencez à construire. Vous commencez à vous prendre au sérieux. Non pas parce que les autres le font, mais parce que vous en avez eu assez d'attendre. Combien de fois avez-vous mis votre croissance en pause, en espérant que quelqu'un vous donnerait la permission de continuer? Espérant qu'on vous dise que c'est le bon moment, le bon geste, la bonne direction. Mais si cette permission n'arrivait jamais? Si personne ne disait jamais que vous êtes prêt? Resteriez-vous figé pour toujours, ou revendiqueriez-vous enfin l'autorité qui a toujours été la vôtre? C'est là que commence le vrai pouvoir, non pas en étant choisi, mais en se choisissant soi-même. Le monde nous apprend à chercher la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais les stoïciens savaient que la paix ne se trouve pas dans la popularité, elle se trouve dans la discipline. Épictète disait « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La liberté ne vient pas du fait d'être soutenu, elle vient du fait de savoir que même lorsque vous ne l'êtes pas, vous continuerez, que même lorsque la pièce est vide, vous ferez le travail quand même, et non par amertume, mais parce que le travail compte, parce que vous comptez. Quand vous comprenez cela, se présenter au monde cesse d'être une performance. Cela devient un acte de respect de soi, et dans ce calme, une nouvelle relation se forme, non pas avec le monde, mais avec votre propre esprit. Vous commencez à lui faire davantage confiance. Vous lui demandez ce dont il a besoin. Vous écoutez la fatigue de votre corps, le nœud dans votre ventre, le feu derrière votre poitrine. Vous cessez d'externaliser votre intuition. Vous cessez de vivre en réaction. Carl Jung a dit un jour « Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Cet éveil ne ressemble pas à une révélation spectaculaire. Il ressemble à des décisions subtiles et constantes qui construisent une fondation sous vos pieds. Vous commencez à tenir les promesses que vous vous faites. Vous allez marcher. Vous écrivez les mots. Vous dites non quand quelque chose vous épuise. Ce ne sont pas des actes bruyants, mais ils construisent quelque chose que personne ne peut voir de l'extérieur. La confiance. Et la confiance en soi est la monnaie de la liberté. Il y a une force tranquille qui se développe lorsque vous réalisez que vous êtes votre propre plan de secours. Lorsque le silence ne vous effraie plus. Lorsque vous n'avez plus besoin d'annoncer chacun de vos mouvements ou d'expliquer chacun de vos sentiments. Lorsque vous ne suppliez plus pour que quelqu'un remarque que vous essayez, parce que vous le savez. Vous connaissez des efforts que vous faites. Vous connaissez des tempêtes que vous avez traversées. Vous savez ce qu'il a fallu pour être encore là, à choisir la croissance plutôt que l'effondrement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Vous ne jouez plus un rôle pour le monde. Vous devenez pour vous-même. Il y aura encore des moments de doute, des moments où vous souhaiterez que quelqu'un vous dise « Je te vois ». Mais maintenant, vous n'en dépendez plus. Vous ne vous effondrez plus en son absence. Vous vous portez avec la conscience tranquille d'avoir gagné votre propre respect. Et c'est rare. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent quand vous entrez dans une pièce, non pas parce que vous avez exigé l'attention, mais parce que votre énergie dit « Je n'en ai pas besoin ». Sénèque a écrit « Le plus grand empire est de se gouverner soi-même. Et se gouverner soi-même ne ressemble pas à la perfection. Cela ressemble à la constance face à l'invisibilité. Cela ressemble à faire ce qui compte même quand personne n'applaudit. Cela ressemble à maintenir des standards élevés même quand personne ne regarde. Quand vous construisez à partir de cet endroit, vous n'êtes plus dépendant d'une structure externe. Vous devenez la structure. Vous ne vous effondrez pas quand quelqu'un s'éloigne. Vous ne vous décomposez pas quand quelqu'un vous comprend mal,
parce que votre fondation n'a jamais été construite sur leur compréhension. Elle a été construite sur la clarté, sur des décisions silencieuses prises en solitude, sur la force de se réveiller et d'avancer encore et encore, parce que c'est ce que vous avez choisi de devenir. Et c'est la partie la plus importante. Une fois que vous commencez à compter sur vous-même de cette manière, vous cessez d'en vouloir aux autres de ne pas être ce dont vous aviez besoin. Vous les libérez. Vous cessez d'attendre qu'ils reviennent, qu'ils remarquent, qu'ils expliquent. Vous ne liez plus vos progrès à leur présence. Vous avancez malgré tout, non pas avec froideur, mais avec grâce. Vous devenez libre, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle ne définit plus le chemin. Vous la portez, mais elle ne vous porte plus. Voilà à quoi ressemble la véritable autonomie. Non pas une absence de besoin, mais une profonde stabilité intérieure qui dit « Même si personne ne me voit, même si personne ne vient, même si personne n'aide, je continuerai d'avancer, parce que cette vie est la mienne, et je n'attendrai personne pour me donner la permission de devenir qui j'ai toujours été destiné à être. » Nous vivons dans un monde qui récompense l'exposition. Chaque sentiment doit être partagé, chaque blessure affichée, chaque moment de lutte transformé en quelque chose que les autres peuvent commenter. Plus vous êtes visiblement brisé, plus vous recevez d'attention. Mais toute attention n'est pas curative. Une partie est creuse. Une partie vous maintient dépendant du fait d'être perçu comme blessé pour vous sentir connecté. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous commencez à jouer votre douleur. Vous commencez à éditer votre souffrance, à l'emballer pour susciter la sympathie. Vous transformez de vraies émotions en contenu, pensant que cela vous rapprochera des autres. Mais ce n'est pas le cas. Cela fait simplement de votre guérison une propriété publique. Ce qui était autrefois sacré devient consommé. Ce qui était autrefois votre monde intérieur devient un scénario que les autres suivent, puis oublient. Il y a une différence entre l'honnêteté et la performance émotionnelle. L'une vient de la profondeur, l'autre de l'habitude. L'une est silencieuse, l'autre est répétée. Et la plupart d'entre nous n'ont jamais appris la différence. Nous confondons expression et guérison. Nous pensons que parce que nous en parlons, nous l'avons surmonté. Mais parfois, plus vous parlez d'une blessure, plus elle reste vivante. Tout n'a pas besoin d'être raconté. Certaines choses doivent être ressenties, endurées, intégrées, en silence. Les stoïciens n'étaient pas sans émotion. Ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Ils croyaient qu'il fallait ressentir profondément, mais sans laisser ces sentiments contrôler la trajectoire de leur vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse, mais il demeure ferme et dompte la fureur de l'eau qui l'entoure. » Il ne voulait pas dire de supprimer l'émotion. Il voulait dire « Ne la laissez pas devenir une performance. Laissez-la devenir une présence. » Nous avons été conditionnés à croire que le silence est une faiblesse, que si nous n'exprimons pas chaque sentiment, nous nous cachons. Mais certaines choses ne sont pas faites pour être partagées. Certaines parties de votre histoire sont sacrées précisément parce qu'elles n'appartiennent qu'à vous. Garder quelque chose de privé ne signifie pas que vous avez honte. Cela signifie que vous protégez quelque chose de précieux, et cela déconcerte les gens, parce que le silence ne peut pas être disséqué. Il ne peut être ni plein, ni loué. Il exige de l'espace. Il crée du mystère. Et le mystère, surtout dans un monde dépendant de l'accès à tout, semble menaçant. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous enterrons ou projetons. Mais il a aussi dit
La solitude est pour moi une source de guérison qui donne un sens à ma vie. La vérité est que toute forme de guérison n'a pas besoin d'être visible. Certaines des transformations les plus profondes se produisent lorsque personne ne regarde. Lorsque vous êtes assis avec vos pensées. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas prouver, de ne pas expliquer. Lorsque vous laissez vos émotions passer sans avoir besoin qu'elles soient vues, aimées ou validées. Ce n'est pas de la répression. C'est de la souveraineté. Il est facile de confondre le bruyant avec le fort. Mais la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, immobile et totalement indifférente à l'idée d'être comprise. Vous n'avez pas à prouver votre croissance. Vous n'avez pas à raconter votre guérison en temps réel. Vous pouvez la garder pour vous et laisser les résultats parler plus tard. Et cette patience, ce refus de jouer un rôle, c'est ce qui vous donne du pouvoir. Car cela signifie que votre paix n'est pas sujette à la négociation publique. Il y a une sorte de beauté à devenir inexplicable, à être quelqu'un qui ne partage plus chaque ecchymose émotionnelle juste pour recevoir de la douceur en retour. Vous apprenez que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre lutte, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous avez cessé d'offrir votre douleur comme un moyen de créer du lien. Lorsque vous cessez de diffuser vos blessures, vous cessez d'attirer des gens qui ne sont là que pour observer les dégâts. Et lentement, vous commencez à attirer des gens qui respectent ce que vous avez construit en silence. Sénèque a dit « Nul homme n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité, car il ne lui est pas permis de se prouver à lui-même. » Mais une fois que vous avez fait face à l'adversité et que vous en avez grandi, vous n'avez pas besoin d'exhiber les cicatrices pour justifier votre force. Vous n'avez pas besoin de rouvrir sans cesse les blessures pour rappeler aux autres ce que vous avez enduré. Vous vous l'êtes prouvé à vous-même. C'est suffisant. Au moment où vous réalisez que vos émotions ne sont pas une monnaie d'échange pour attirer l'attention, vous cessez de les dépenser si négligemment. Vous commencez à garder votre vie intérieure comme quelque chose de rare, parce qu'elle l'est. Et en la protégeant, vous trouvez la clarté. Vous commencez à réaliser combien d'énergie a été dépensée à expliquer ce qui n'avait pas besoin de l'être. Vous sentez combien de pouvoir a été perdu à demander d'être compris par des gens qui n'avaient pas la profondeur de se comprendre eux-mêmes. Vous observez comment la foule célèbre la vulnérabilité, mais oublie de mentionner que la vraie vulnérabilité n'est pas l'exposition. C'est le discernement. C'est savoir quand parler et quand garder le silence. C'est choisir qui a le droit de voir votre vrai vous et qui n'obtient que la surface. Vous n'avez pas besoin que le monde valide vos émotions pour qu'elles comptent. Vous n'avez pas besoin de transformer votre douleur en or juste pour justifier pourquoi elle fait mal. Vous pouvez porter cette douleur en silence. Vous pouvez guérir sans l'afficher. Vous pouvez faire votre deuil sans public. Et lorsque vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de craindre le silence. Vous commencez à vous y sentir chez vous, parce qu'il ne ressemble plus à de l'abandon. Il ressemble à un retour à vous-même, un retour à ce qui est réel. Il n'y a rien de mal à exprimer ses émotions, mais lorsque l'expression devient une performance, elle vous vole votre pouvoir. La souveraineté commence au moment où vous choisissez la présence plutôt que la performance, le moment où vous cessez de vous expliquer pour vous sentir en sécurité, le moment où vous réalisez que votre paix n'est pas fragile, elle est forgée dans la solitude. Et lorsque les autres ne peuvent plus vous prédire à travers vos schémas émotionnels, ils commencent à respecter la profondeur à laquelle ils n'ont pas accès. Non pas parce que vous êtes devenu plus froid, mais parce que vous êtes devenu plus sage. Vous ne devez à personne une place au premier rang pour assister à votre guérison, et vous n'avez pas besoin de saigner en public pour prouver que vous êtes humain. Certaines choses sont destinées à être gardées précieusement. Certaines vérités
sont destinés à n'être murmurés qu'à vous-même. Ce n'est pas se cacher, c'est de la maturité. Et dans un monde qui glorifie le bruit, ce genre de calme devient sa propre forme de rébellion, sa propre forme de liberté. Le rejet semble personnel car il touche quelque chose de primal en nous, le besoin d'appartenir, d'être vu, d'être accepté tel que nous sommes. Mais souvent, ce qui ressemble à un rejet est en réalité une redirection. Vous n'avez pas été écarté parce que vous manquiez de valeur. Vous avez été mis de côté parce que votre profondeur ne pouvait être digérée par des yeux superficiels. Votre silence a été pris pour de l'absence, votre maîtrise de soi pour de la froideur. Vous avez été mal compris non pas parce que vous avez échoué à vous exprimer, mais parce que vous portez une fréquence à laquelle la plupart des gens ne sont pas accordés. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal. Cela fait de vous quelqu'un de rare. Le monde, pour la plupart, ne reconnaît pas la nuance. Il célèbre ce qui est facile à étiqueter, facile à consommer, facile à prédire. Alors, quand vous n'entrez pas dans ces cases bien nettes, vous devenez gênant. Et dans un monde pressé de catégoriser, ce qui est gênant est souvent écarté avant d'être exploré. Il est facile d'intérioriser cela comme un défaut, de penser si j'étais plus bruyant, si je souriais plus, si j'adoucissais mes angles, peut-être serais-je accepté. Mais c'est là le piège. La croyance que votre valeur réside dans le fait d'être lisible pour les autres. Vous n'avez pas été faite pour vous rétrécir afin d'entrer dans leur compréhension. Carl Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Non pas celui que les autres peuvent facilement comprendre, non pas celui qui correspond au moule, mais qui vous êtes quand personne ne regarde et que vous avez cessé de chercher à être approuvé. Ce genre d'authenticité a souvent le prix de l'inconfort. Elle invite au malentendu. Elle exige la solitude. Mais cela crée aussi l'espace pour une transformation plus profonde. Une transformation qui n'est pas motivée par les applaudissements, mais par l'alignement. Il arrive un moment où vous cessez d'interpréter le rejet comme une perte et commencez à le voir comme une clarification. Chaque personne qui vous ignore, chaque espace qui ne vous accueille pas, chaque silence qui suit votre présence, tout cela révèle quelque chose. Non pas sur votre valeur, mais sur l'endroit où votre énergie n'a pas sa place. Cette prise de conscience est inestimable. Elle vous épargne des années de doute. Elle vous apprend à investir là où vous êtes valorisé et non simplement toléré. Et une fois que vous avez appris cela, vous cessez de courir après les explications. Vous cessez de vous demander pourquoi quelqu'un ne vous a pas choisi. Vous réalisez que ne pas être choisi était la bénédiction, car cela vous a rendu à vous-même. Une révolution silencieuse commence lorsque vous cessez d'essayer d'être compris. Vous commencez à réorienter toute l'énergie que vous dépensiez à être vu vers la construction de quelque chose de concret, quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué, quelque chose qui tient par soi-même, un corpus de travail, un style de vie, une discipline. Vous passez d'une pénurie émotionnelle, où vous essayez constamment de prouver votre valeur, à une souveraineté psychologique où votre existence n'est plus sujette à débat. C'est là que votre centre de gravité se déplace vers l'intérieur. Vous n'êtes plus ému par l'approbation ni ébranlé par le rejet. Vous devenez ancré. Et les personnes ancrées sont magnétiques, non pas parce qu'elles cherchent l'attention, mais parce qu'elles portent en elles quelque chose de stable dans un monde qui tourne trop vite. Les gens continueront de mal vous interpréter. Ils créeront des histoires pour donner un sens à votre silence, à votre ambition, à vos limites. Laissez-les faire. Vous n'êtes pas responsable de corriger chaque faux récit. Marc Aurèle a dit « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne connaît quoi que ce soit sur le sujet. Le sujet, c'est vous. Et la plupart des gens ne vous connaissent pas vraiment. Ils voient des aperçus, des fragments.
Il projette, suppose, simplifie. Et alors que cela vous dérangeait autrefois, vous voyez maintenant ce que c'est. Du bruit. Au moment où vous abandonnez le besoin de corriger le bruit, votre concentration s'aiguise. Vous accomplissez plus. Vous dormez plus profondément. Vous bougez avec plus de fluidité, parce que maintenant votre vie n'est plus construite autour de la perception correcte des autres, mais autour d'une existence vécue en vérité. Il y a une paix immense dans cela. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à expliquer votre processus, vos priorités, votre silence. Vous ne justifiez pas pourquoi vous êtes devenu silencieux. Vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes parti. Vous ne décodez pas vos limites. Vous les vivez, tout simplement. Non pas comme une défense, mais comme une extension naturelle du respect de soi. Vous devenez quelqu'un qui agit avec conviction, non avec des commentaires. Et avec le temps, cela crée une distance. Non pas entre vous et les autres, mais entre vous et le bruit qui obscurcissait autrefois votre esprit. Le rejet devient révélation lorsque vous réalisez qu'il ne vous a pas diminué. Il vous a sculpté. Il vous a montré où ne pas aller, qui ne pas devenir, ce pourquoi ne pas vous contenter. Chaque porte qui s'est fermée a clarifié la direction. Chaque silence a affiné votre voix. Chaque trahison a approfondi votre discernement. Ce qui ressemblait autrefois à un exil ressemble maintenant à un espace. Un espace pour construire, un espace pour respirer, un espace pour enfin devenir, non pas quelqu'un d'acceptable, mais quelqu'un d'indéniable. Et ce changement, ce mouvement du désir d'être vu au choix de devenir, change tout. Vous cessez de parler pour être entendu et commencez à parler pour construire. Vous cessez d'entrer dans une pièce pour prouver votre valeur et commencez à y entrer en la connaissant déjà. Vous cessez de demander si vous êtes trop silencieux, trop intense, et commencez à demander si l'espace est trop petit pour votre vérité. Vous cessez de vous excuser pour votre profondeur et commencez à la protéger. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un accomplissement. Alors, si vous avez été ignoré, que ce soit votre initiation. Si vous avez été incompris, que ce soit votre tournant. Vous n'êtes pas ici pour vous expliquer afin de mettre quelqu'un à l'aise. Vous êtes ici pour devenir quelqu'un dont la présence transforme l'atmosphère de la pièce. Et cela commence lorsque vous comprenez enfin que le rejet n'est pas la fin de votre valeur. C'est le début de votre clarté. Les gens parlent de la solitude comme si c'était quelque chose à fuir, comme si l'absence des autres signifiait l'absence de valeur. Mais la solitude, lorsqu'elle est choisie avec intention, n'est pas de l'isolement. C'est une transformation. Elle ne vous diminue pas, elle consume tout ce qui n'a pas sa place. Au début, cela ressemble à un silence lourd et résonnant où le bruit du monde s'estompe et où seules vos propres pensées demeurent. Mais lentement, ce silence s'affine. Il devient un miroir qui ne ment pas. Et ce que vous y voyez, en l'absence de distraction, n'est pas votre faiblesse. C'est votre fondation. La solitude ne vous détruit pas. Elle révèle ce qui a toujours été là, sous le bruit. Le désir d'approbation. L'impulsion de plaire. Les performances subtiles que vous ne saviez même pas que vous donniez. Ces choses commencent à fondre dans la fournaise de la solitude. Et à leur place, quelque chose de plus dur se forme. Quelque chose de réel. C'est dans cette quiétude que vous commencez à vous rencontrer honnêtement. Pas la version de vous-même conçue pour les autres, pas l'identité façonnée par l'attente ou l'obligation, mais la matière brute de votre esprit, vos valeurs, vos peurs. Et pour beaucoup de gens, c'est précisément pourquoi la solitude est si terrifiante, parce que lorsqu'il n'y a plus personne à impressionner, plus personne à poursuivre, il ne vous reste que la vérité. Pas de performance, pas de retouche, juste vous. Et bien que cela puisse ressembler à une perte au début,
c'est en fait le début de la liberté. Épictète a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Dans la solitude, ces jugements deviennent visibles. Vous commencez à réaliser combien de vos pensées ne sont pas les vôtres. Combien de vos peurs proviennent de la voix de quelqu'un d'autre? Combien de votre identité a été construite pour éviter le rejet plutôt que pour chercher la vérité? C'est là que l'alchimie intérieure commence. L'inconfort ne disparaît pas, mais il se transforme. Ce qui ressemblait autrefois à de la solitude commence à ressembler à de l'intimité. Ce qui ressemblait autrefois à un exil commence à ressembler à de la clarté. Vous commencez à entendre votre propre voix plus fort que les opinions du monde, et cette voix, non censurée, non polie, sans peur, vous apprend à vivre. Vous commencez à comprendre que la paix ne se trouve pas dans un agenda plein ou une pièce bondée. La paix se trouve dans la présence, dans la capacité de s'asseoir avec soi-même sans sourciller, de sentir le poids de son propre esprit sans le fuir. Ce n'est pas du détachement, c'est de la maîtrise. Carl Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La solitude est ce qui vous force à regarder à l'intérieur, à vous éveiller. Et avec cet éveil vient une sorte de responsabilité. Vous ne pouvez plus blâmer le bruit pour votre confusion. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour votre stagnation. C'est juste vous maintenant. Et c'est là que le pouvoir commence. Parce qu'au moment où vous cessez d'externaliser votre vie, vous récupérez la capacité de la diriger. Vous n'attendez plus que quelqu'un vienne vous sauver, vous valider ou vous guider. Vous commencez à construire votre boussole de l'intérieur, et cette boussole pointe vers quelque chose de plus solide que l'attention. Elle pointe vers l'intégrité. La plupart des gens évitent la solitude parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils ressentent lorsque tout le reste est dépouillé. Mais cet inconfort est exactement ce qui rend le processus nécessaire. Vous ne devenez pas fort en vous évitant. Vous devenez fort en confrontant ce qui n'est pas guéri, ce qui n'est pas clair, et ce qui est incertain, et en le faisant sans public. C'est la différence entre la solitude et l'isolement. L'isolement, c'est fuir. La solitude, c'est plonger plus profondément. Et dans cet endroit plus profond, votre résilience se forme. Silencieusement, régulièrement, sans applaudissements. Vous commencez à prendre des décisions différemment. Non pas en vous demandant « est-ce que cela sera accepté ?» mais en vous demandant « est-ce que cela est aligné ?» Vous commencez à faire davantage confiance à vos instincts parce que vous avez passé du temps avec eux. Vous les avez écoutés assez longtemps pour séparer l'intuition de l'insécurité. Et c'est un niveau de connaissance de soi qui ne peut être enseigné. Il doit être mérité. Par le silence, par l'espace, par le genre de quiétude mentale qui vous apprend à porter votre propre poids. Ce genre de clarté ne crie pas. Elle ne s'annonce pas. Mais les autres la ressentent, dans votre façon de parler, dans votre façon de bouger, dans votre façon de ne pas courir après ce qui vous déchirait autrefois. La solitude rend vos limites plus nettes. Vous cessez de dire oui juste pour éviter de décevoir quelqu'un. Vous cessez de vous engager dans des conversations qui drainent votre esprit. Vous apprenez que non n'est pas méchant, c'est honnête. Et l'honnêteté, lorsqu'elle est cultivée dans la solitude, devient une façon de vivre. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de justifier votre distance ou d'expliquer votre concentration. Vous le vivez, tout simplement, parce que vous avez fait le travail en silence. Et maintenant, votre énergie parle d'elle-même. Sénèque a écrit un jour « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » La solitude vous aide à voir la différence.
Elle vous sort des désastres imaginaires, des faux récits et des peurs héritées. Elle vous ancre dans ce qui est réel. Et dans ce sol, quelque chose d'inébranlable grandit. Un sentiment de soi qui ne change pas avec les tendances. Une direction qui ne vacille pas lorsqu'elle est mal comprise. Une force qui n'est pas bruyante, mais durable. Lorsque vous retournez dans le monde après un temps seul, vous revenez différent. Pas distant, mais délibéré. Pas amer, mais avec des limites. Vous ne parlez pas pour être entendu. Vous parlez parce que vos mots viennent de la quiétude, pas du bruit. Vous n'êtes pas facilement influencé, pas facilement ébranlé, parce que vous connaissez le terrain sur lequel vous vous tenez. Vous l'avez construit vous-même, un moment silencieux à la fois. Alors non, la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le terrain d'entraînement pour la confiance en soi, le respect de soi et l'autonomie. Ce n'est pas là que la vie se termine, c'est là qu'elle commence à s'approfondir. Et la personne qui a appris à marcher dans son propre esprit, seule et éveillée, devient quelqu'un que le monde ne peut pas facilement déplacer, parce qu'elle n'appartient plus au bruit. Elle s'appartient à elle-même. Il y a un tournant silencieux dans chaque vie, où la version de vous qui semblait autrefois essentielle commence à s'effondrer. Non pas avec un fracas spectaculaire, mais avec une érosion lente et indéniable. L'ancien soi, celui qui avait besoin d'approbation, qui se pliait pour entrer dans des espaces trop petits, qui répétait ses mots juste pour être aimé, ce soi commence à paraître lourd, dépassé, faux. Vous essayez de le porter un peu plus longtemps, par habitude, par peur, peut-être même par culpabilité. Mais il traîne, il se raidit, et finalement il commence à pourrir. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Quand quelque chose meurt en vous, ce n'est pas toujours une perte. C'est parfois le premier souffle de quelque chose de plus profond, le début d'une existence plus honnête. Au début, c'est désorientant. Vous ne vous sentez plus tout à fait vous-même, mais vous ne pouvez pas non plus revenir en arrière. Le masque ne convient plus. Les anciens schémas semblent épuisants. Vous parlez moins, mais ce que vous dites a plus de poids. Vous cessez d'expliquer, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous ne ressentez plus le besoin d'être compris par tout le monde. La course à l'approbation s'estompe, et à sa place, quelque chose de stable commence à grandir. Vous vous déplacez avec plus d'intention. Vous ne remplissez pas le silence par nervosité. Vous ne jouez pas un rôle pour mettre les gens plus à l'aise. Vous vous tenez simplement là, comme une montagne, immobile, attentif, impassible. C'est étrange de voir comment les gens réagissent lorsque ce changement se produit. Certains prennent leur distance, d'autres se demandent ce qui a changé. Ils diront que vous semblez plus froid, plus distant, moins amusant. Ce qu'ils ressentent vraiment, c'est que vous avez cessé de vous rendre disponible pour un fardeau émotionnel auquel vous n'aviez jamais consenti. Vous vous êtes retiré du jeu de la réassurance constante, du besoin d'être excessivement agréable. Vous n'êtes plus dépendant du besoin d'être aimé, et cette absence met les gens mal à l'aise, car ils ne peuvent plus vous prévoir. Et l'imprévisibilité chez quelqu'un qui se conformait autrefois semble menaçante pour ceux qui s'accrochent encore aux anciennes versions de qui vous étiez. Mais voici ce qu'ils ne voient pas. Cette version de vous devait disparaître. Elle devait s'effacer pour que vous puissiez enfin bouger librement, pour que vous puissiez cesser de modifier votre vérité pour l'adapter au récit de quelqu'un d'autre. Carl Jung a écrit un jour: « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. » Vous n'avez pas tué votre ancien soi par haine. Vous l'avez dépassé par vérité. Vous avez cessé de condamner votre besoin d'espace, votre désir de solitude,
votre aspiration a une force plus simple et plus tranquille. Et dans cette acceptation, l'ancien soi a été libéré, non pas comme une punition, mais comme un rite de passage. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce processus aux autres. Les gens qui comprennent vraiment ne poseront pas de questions. Et ceux qui ne comprennent pas n'étaient de toute façon jamais destinés à marcher avec cette nouvelle version de vous. Vous commencez à remarquer qui respecte votre silence et qui ne vous connaissait que pour votre bruit. Vous réalisez qui appréciait votre essence et qui n'aimait que votre accessibilité. Cette clarté est douloureuse, mais nécessaire. Elle sépare le saisonnier du durable. Elle affine votre cercle. Elle nettoie le désordre émotionnel que vous étiez trop poli pour jeter, et elle fait de la place pour l'alignement. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » C'est ce qu'est la disparition de votre ancien soi. Cela ressemble à une perte, mais cela ouvre une voie. Une voie où vous ne poursuivez plus la connexion, mais l'attirez en étant ancré. Une voie où vous n'avez pas besoin d'être connu de beaucoup pour vous sentir connu en vous-même. Vous ne cherchez plus de miroir chez les autres. Vous avez trouvé votre propre reflet. Et c'est suffisant. Il y a quelque chose de sacré à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'annoncer son changement. Vous ne le publiez pas. Vous ne faites pas campagne pour être reconnu. Vous vivez simplement différemment, et la différence devient impossible à ignorer. Les gens la ressentent dans votre énergie, vos décisions, votre détachement des drames futiles. Ils sentent en vous un calme qui ne peut être feint, car il a eu un coup. Il a été gagné dans le démantèlement silencieux de votre ancien soi. Dans les nuits où vous avez douté de tout et avez quand même choisi de continuer. Dans les moments où vous vouliez expliquer, mais avez choisi à la place d'évoluer. Vous n'êtes plus déclenché par les mêmes choses. Vous n'êtes plus attiré par les mêmes conversations. Vous ne ressentez plus l'envie d'être constamment disponible. Et au début, cela ressemble à de la solitude. Mais ensuite, cela devient autre chose. La liberté, parce que vous réalisez que vous n'étiez jamais vraiment connecté à ces gens, ces lieux ou ces rôles. Vous étiez connecté à la personne que vous deviez devenir pour y rester, et maintenant cette personne a disparu. Sénèque a dit « Tout nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. » Ce n'est pas seulement un changement de mentalité, c'est une renaissance, et comme toutes les renaissances, elle est silencieuse au début, sous-estimée, non célébrée, mais incroyablement réelle. Avec le temps, elle devient indéniable, non pas parce que vous l'annoncez, mais parce que vous l'incarnez. Vous devenez quelqu'un qui se meut avec une autorité tranquille, qui n'a pas besoin d'expliquer ses valeurs, parce qu'il les vit. Quelqu'un dont l'absence parle aussi fort que sa présence le faisait autrefois, non par orgueil, mais par paix. L'ancien soi était nécessaire. Il vous a amené ici. Il a appris les leçons difficiles, absorbé les blessures, lutté pour l'appartenance, mais son temps est révolu. Vous ne lui devez rien d'autre que de la gratitude et la libération. Et maintenant, à sa place, vous vous tenez plus clair, plus fort, sans excuse, n'attendant plus la validation du passé, ne tendant plus la main avec désespoir vers l'avenir, mais ancré, ici, maintenant, entier. Et c'est cela, plus que tout, qui vous rend impossible à catégoriser, parce que vous avez cessé d'être ce que le monde vous disait d'être. Vous êtes devenu qui vous avez toujours été destiné à être. La véritable présence ne vient pas de la quantité de mots que vous prononcez, ni de leur volume, mais du peu que vous avez besoin de dire. Il y a une sorte de pouvoir tranquille chez quelqu'un qui a cessé de chercher la validation, une sorte de poids dans son immobilité. Vous le sentez quand cette personne entre dans une pièce et n'essaie pas de contrôler l'espace. Elle est, tout simplement. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa présence, car son énergie la porte pour elle.
Elle ne se pousse pas pour être remarquée, et pourtant, c'est elle que les gens observent. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une performance, c'est la confiance de quelqu'un qui n'a plus faim de la permission d'exister. Dans un monde obsédé par les apparences, ce genre de retenue est rare, et parce qu'elle est rare, elle est magnétique. Vous commencez à réaliser que la vraie force est silencieuse, non pas cachée, mais désintéressée par la performance. C'est le produit de quelqu'un qui a rencontré sa peur et s'est assis avec elle, de quelqu'un qui a traversé la douleur sans en faire un spectacle, de quelqu'un qui n'a pas besoin de prendre la pause ou de se gonfler parce qu'il n'agit pas à partir d'un lieu d'insécurité. Il a déjà affronté l'abîme et en est revenu sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Carl Jung a dit un jour, « Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. » Lorsque vous avez fait ce genre de travail intérieur, cela change votre façon de bouger, cela change votre façon de parler ou la fréquence à laquelle vous choisissez de ne pas le faire, car maintenant, le silence devient une déclaration. Vous cessez de réagir à chaque opinion, vous cessez de défendre chacun de vos mouvements, vous abandonnez la compulsion de vous clarifier auprès de ceux qui sont déterminés à mal vous comprendre. Non par apathie, mais par alignement. Vous comprenez maintenant que si quelqu'un ne ressent pas votre valeur, aucune quantité de mots ne la lui fera voir, et si quelqu'un ressent votre valeur, vous n'aurez pas à le convaincre. Alors, vous conservez votre énergie. Vous ne parlez que lorsque cela compte. Et lorsque vous parlez, les gens écoutent, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que vous êtes sélectif. Vos mots n'ont pas été dispersés, ils ont été mérités. Ils ne visaient pas à être entendus, mais à exprimer quelque chose de réel, de profond. Il y a un pouvoir dans ce détachement, non pas le genre froid qui repousse les gens, mais le genre autonome qui ne s'accroche pas aux résultats. Lorsque vous ne comptez plus sur les gens pour affirmer votre valeur, vous les libérez de la responsabilité de porter votre identité, et vous vous libérez de la traction constante du besoin d'être aimé, validé ou loué. Cette liberté vous rend léger, mais elle vous donne aussi du poids aux yeux des autres. Car maintenant votre maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'ils peuvent ressentir, et cela déstabilise les gens qui se mesurent encore à travers le regard des autres. Car lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui n'a pas besoin de la foule, ils sont forcés de faire face au fait qu'ils vivent peut-être encore pour elle. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » C'est l'essence même du commandement sans mots. Vous n'essayez pas d'être impressionnant. Vous incarnez simplement ce que vous valorisez. Et l'ironie, c'est que lorsque vous cessez d'essayer d'être impressionnant, vous devenez souvent inoubliable. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que votre silence avait de la profondeur, parce que votre immobilité avait une direction, parce que vous n'essayez pas de gagner la pièce. Vous étiez enraciné dans quelque chose de plus profond que la performance. Les gens confondent le détachement avec le désintérêt, mais le vrai détachement est la forme la plus élevée de clarté. Cela signifie que vous pouvez vous engager sans être absorbé. Vous pouvez être présent sans être performatif. Vous pouvez vous soucier sans vous accrocher. Et cette clarté parle plus fort que le charisme, car lorsque quelqu'un ne peut être ébranlé par le jugement, ne peut être incité à surréagir, ne peut être influencé par la flatterie ou la critique, il commence à ressembler à une force immuable. Et nous ne respectons pas seulement les forces, nous nous ajustons autour d'elles. C'est ce qui distingue les personnes ancrées de celles qui ont faim d'attention. Les personnes ancrées ne cherchent pas le feu des projecteurs, car elles portent en elles leur propre lumière. Elles ne courent pas après le prochain compliment ou une relation basée sur la performance. Elles construisent quelque chose de discret mais de durable
quelque chose qui ne s'effondre pas lorsque la pièce devient silencieuse, quelque chose qui ne vacille pas au gré de l'opinion publique. Et les gens le remarquent. Toujours. Car dans une culture qui récompense le bruit, ceux qui sont constants deviennent mystérieux. Ceux qui n'ont pas besoin de faire leurs preuves donnent l'impression d'avoir déjà prouvé quelque chose de bien plus important. La maîtrise de soi. Nul besoin de courir après la reconnaissance lorsque l'on agit avec intention. Nul besoin de justifier son rythme lorsque l'on a confiance en son propre tempo. Moins vous en dites, plus les autres ont l'espace de ressentir ce que vous êtes. Et lorsque votre présence est bâtie sur la profondeur et non sur la performance, elle laisse une empreinte, non parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle était ancrée. Épictète disait, « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Le pouvoir tranquille se fonde sur ce principe. Vous décidez qui vous êtes, puis vous l'incarnez, non pour les applaudissements, mais pour l'alignement. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes captent l'attention sans la réclamer, en voici la raison. Elles ne la poursuivent pas. Elles ne la demandent pas. Elles se meuvent simplement en harmonie avec qui elles sont. Et cette forme de présence, enracinée dans une quiétude intérieure, parle toujours plus fort que le bruit. Elle n'a pas besoin de crier, elle est tout simplement. Il y a une étrange forme de liberté qui naît au moment où vous cessez d'avoir besoin de l'attention des autres. Non pas parce que vous êtes devenu amer ou insensible, mais parce que vous avez finalement dépassé l'illusion que votre force devrait dépendre de la manière dont les autres vous traitent. C'est le point où un changement subtil mais permanent s'opère en vous. Le monde n'a plus le même pouvoir de vous ébranler. Son silence ne vous trouble plus. Ses applaudissements ne vous séduisent plus. Vous commencez à agir depuis un autre lieu, depuis un centre qui ne demande pas la permission, ne supplie pas d'être vu et ne s'effondre pas lorsqu'il est ignoré. Voilà le paradoxe. Vous n'obtenez le véritable pouvoir que lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être sauvé, non pas de la douleur, mais de l'inconfort d'être seul avec votre vérité. Pendant longtemps, on nous apprend à croire que l'attention des autres est synonyme de sécurité, qu'il faut être entendu pour se sentir réel, compris pour se sentir légitime, soutenu pour se sentir entier. Mais il y a une vérité plus profonde sous tout cela. La vérité que le pouvoir n'est pas quelque chose qui vous est donné par l'attention, l'amour ou la reconnaissance. C'est quelque chose qui se construit en silence, brique par brique, avec les choix que vous faites quand personne ne regarde. C'est pourquoi, une fois que vous cessez de convoiter les ressources émotionnelles des autres, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à devenir votre propre source. Et ce faisant, vous réalisez que vous n'avez jamais été impuissant. Vous attendiez simplement la permission d'être fort. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Et c'est là que commence cette nouvelle forme de pouvoir, avec l'acceptation. Non seulement de vos forces, mais aussi de vos peurs, de votre part d'ombre, de vos déceptions, de vos besoins non satisfaits. Vous acceptez qu'ils ne vous comprendront peut-être jamais, que personne ne vous aimera peut-être exactement comme vous l'avez toujours voulu. Et plutôt que de lutter, vous expirez. Vous cessez de résister à ce qui est. Vous cessez d'essayer de contrôler ce que les autres ressentent pour vous. Et dans cet abandon, une nouvelle forme de contrôle émerge. Non pas sur les gens ou les résultats, mais sur vous-même. Vous cessez d'expliquer des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Vous cessez de distribuer des morceaux de votre âme en échange d'un réconfort temporaire. Vous ne vous faites plus petit pour être plus acceptable. Vous ne modulez plus votre voix pour éviter les tensions. Vous vous tenez simplement dans votre vie, entier, sans filtre, et advienne que pourra. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres se rapprocheront, mais rien de tout cela ne change qui vous êtes,
car c'est désormais vous qui définissez votre valeur. Vous avez cessé de l'externaliser, vous avez cessé de courir après l'amour comme preuve d'existence, et pour cette raison, vous n'êtes plus fragile. Vous êtes enraciné. Cela ne veut pas dire que vous cessez de ressentir, que vous vous enfermez dans une forteresse ou que vous traversez la vie sans être touché. Cela veut dire que vous cessez d'attendre que l'attention extérieure répare ce que seule la clarté intérieure peut apaiser. Vous cessez de faire de votre guérison un projet de groupe. Vous comprenez maintenant que la paix se construit seule et qu'elle se maintient en protégeant cette solitude, non en y invitant constamment les autres pour valider vos progrès. Vous n'avez plus besoin du reflet dans les yeux d'un autre pour savoir que vous êtes entier. Le miroir est maintenant intérieur et il ne déforme pas. Vous cessez également de craindre la déconnexion, car la connexion la plus profonde, celle avec vous-même, est déjà établie. C'est ce qui vous rend fort. Pas froid, pas distant, mais autonome. Les gens peuvent aller et venir. Vous pouvez aimer et être aimé, mais vos fondations ne tremblent ni avec leur présence, ni avec leur départ. Ce n'est pas du détachement de la vie, c'est un engagement selon vos propres termes. Et c'est à cela que ressemble la véritable autonomie. Vous cessez d'être un invité dans votre propre esprit. Vous en devenez l'architecte. Marc Aurèle a écrit un jour: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Lorsque votre attention n'est plus captée par qui vous remarque, qui s'en soucie, qui applaudit ou qui reste, vous redirigez cette énergie vers l'intérieur, non pas dans l'isolement, mais dans l'intention. Vous commencez à poser des questions différentes. Non plus. Pourquoi m'ont-ils traité ainsi? Mais que puis-je construire avec ce qu'il me reste? Vous commencez à transformer votre douleur en discipline, votre silence en stratégie, vos déceptions en dessein. Parce que vous n'êtes plus bloqué, vous n'êtes plus figé, attendant la prochaine vague de validation pour vous porter. Vous êtes devenu le courant. Ce genre de pouvoir, cette force ancrée, tranquille, intouchable, n'est pas quelque chose qui vous est offert par la chance ou les bonnes personnes. Elle se forge au moment où vous cessez d'attendre que les autres viennent à vous, et où vous vous rencontrez vous-même, là où vous êtes. Et de ce point de rencontre, quelque chose de plus honnête émerge, un soi qui n'est plus retouché pour plaire, une direction qui n'est plus influencée par la peur d'être incompris, une vie qui est enfin la vôtre, non plus empruntée aux attentes des autres, mais possédée. Vous devenez quelqu'un qui avance avec clarté, non avec désespoir. Quelqu'un qui peut accueillir ses propres émotions sans les déverser dans chaque interaction. Quelqu'un qui ne s'effondre pas quand les applaudissements cessent, car vous n'avez jamais construit votre rythme autour de leur bruit. Vous n'avez pas besoin d'être suivi pour sentir que vous allez quelque part. Vous savez où vous allez. Et c'est pourquoi les gens commencent à sentir votre gravité. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Et cela est rare. Alors, quand vous cessez d'avoir besoin de l'attention des autres, ne confondez pas ce changement avec une perte. C'est un retour, une réappropriation, un affinement. Vous avez repris la chose la plus importante, la capacité de vous guider vous-même, de traverser la déception sans plier, d'être invisible sans disparaître, d'être incompris sans vous abandonner vous-même. C'est là que tout change. C'est à ce moment-là que la vie commence à jouer en votre faveur, non pas parce que le monde vous comprend soudainement, mais parce que vous avez cessé d'avoir besoin qu'il le fasse. Et dans cet espace, vous devenez quelque chose d'inébranlable. Non pas parce que vous êtes né ainsi, mais parce que vous l'avez choisi, encore et encore, jusqu'à ce que votre esprit croie enfin que vous étiez déjà assez.
Vous n'avez pas besoin d'être vu pour devenir puissant. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour devenir entier. Le moment où vous cessez d'attendre que le monde s'intéresse à vous est le moment où vous commencez à vous façonner en quelque chose qu'il ne peut ignorer, silencieusement, pleinement, sans excuse.